Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les procédés narratifs. Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé du fusil de Tchekhov et du foreshadowing, deux procédés narratifs qui sont très utilisés en littérature et au cinéma et dont je suis moi aussi très fan. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la technique du hareng rouge, un autre procédé narratif aussi très populaire et je pense mon procédé narratif préféré, surtout lorsqu'il est utilisé en combinaison avec le lampshade hanging, un autre procédé narratif dont je vais aussi vous parler aujourd'hui. Avant de commencer, je me présente rapidement. Mon nom est Mélodie Joseph et je suis autrice de SFF. Mon premier roman, La respiration du ciel, est sorti chez VLB Éditeur et est actuellement disponible dans toutes les librairies au Québec et sur commande en France. Je mettrai un lien dans la description pour les personnes qui sont curieuses et qui aimeraient se le procurer. Maintenant que tout cela a été dit, c'est parti, parlons du hareng rouge. Alors, petite définition avant toute chose. Qu'est-ce que le hareng rouge? Oui, c'est un poisson, mais pas que. Le hareng rouge est aussi un procédé narratif, probablement l'un des procédés narratifs les plus utilisés en narratologie. On dit qu'un auteur utilise un hareng rouge lorsqu'il pousse ses lecteurs sur une fausse piste pour pouvoir ensuite mettre en place un retournement de situation. En gros, un hareng rouge, c'est une distraction. En fait, le hareng rouge, c'est un peu l'inverse du foreshadowing et du fusil de Tchekhov. Si le foreshadowing et le fusil de Tchekhov servent à disséminer des indices tout au long du récit pour prévenir les lecteurs sur ce qui va arriver dans la suite de l'histoire, le hareng rouge, lui, sert plutôt à créer de la confusion chez les lecteurs, à les mener sur de fausses pistes pour qu'ils se fassent plus facilement surprendre par des retournements de situation. Alors, personne n'est trop sûr de l'origine de l'expression hareng rouge, mais l'une des théories les plus courantes est que le terme viendrait de certaines histoires où un poisson avec une odeur très forte est utilisé pour troubler les sens des chiens policiers pour les mener sur une fausse piste. Donc quand on vous dit qu'un auteur utilise un hareng rouge, c'est cette image-là que vous devez avoir en tête. Une odeur très forte qui vient masquer le plus important. Quelques exemples. Une personne dont on parle très souvent quand on parle de hareng rouge en littérature, c'est J.K. Rowling. Et c'est probablement parce qu'elle est une experte en la matière. Je dirais qu'elle utilise au moins un hareng rouge par livre. L'exemple le plus populaire est celui de Rogue dans Harry Potter à l'école des sorciers. Dans Harry Potter à l'école des sorciers, Rogue est présenté comme un personnage extrêmement suspect, avec des intentions douteuses. Il est présent sans raison apparente dans des endroits où il n'a aucune raison de se trouver. Résultat, au début du livre, Harry, Hermione et Ron sont certains que Rogue veut voler la pierre philosophale qui est cachée à Poudlard. Quand il s'avère par la suite que Rogue ne voulait pas voler la pierre philosophale et qu'en fait il protégeait même la pierre philosophale et protégeait Harry, ça vient comme une grande surprise. Une autre superbe utilisation du hareng rouge dans Harry Potter, c'est dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Pour les fans de Harry Potter, je sais pas si vous vous souvenez, mais Sirius Black est à la base utilisé comme un hareng rouge. Au début du livre, on nous fait croire qu'il est un dangereux criminel échappé de prison et que son objectif est de tuer Harry. À la fin de l'histoire, retournement de situation, Sirius n'a en fait jamais eu l'intention de tuer Harry et il s'avère même qu'il a été emprisonné alors qu'il était complètement innocent. Bon, ce sont de très vieux harengs rouges et aujourd'hui à peu près tout le monde sait que Rogue n'avait pas l'intention de faire du mal à Harry dans le premier Harry Potter et que Sirius Black était innocent. Mais quand ces livres sont sortis, ces retournements de situation et ces harengs rouges étaient très bons. Ils ont été très efficaces. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que J.K. Rowling est aujourd'hui reconnue comme une experte du hareng rouge. Autre chose qui rend ces harengs rouges intéressants, en particulier dans Harry Potter et le prince du sang mêlé, qui est d'ailleurs mon Harry Potter préféré, c'est l'utilisation du lampshade hanging en combinaison avec le hareng rouge. Alors le lampshade hanging, c'est un autre procédé narratif qui est aussi très utilisé au cinéma et dans la littérature, mais qu'on connaît un peu moins. Lampshade hanging, ça veut littéralement dire suspendre l'abat-jour. On parle aussi parfois de lampshading, qui est un terme que vous avez peut-être déjà entendu, surtout si vous vous y connaissez un peu en cinéma. Un auteur fait du lampshading lorsqu'il montre subtilement au lecteur qu'il est conscient des éléments improbables qui sont présents dans son intrigue. Donc le lampshading peut être utilisé pour créer un retournement de situation, mais généralement on le retrouve quand un auteur essaye de faire un petit peu d'humour ou lorsqu'il essaye de conserver la suspension d'incrédulité des lecteurs en révélant qu'il sait très bien ce qu'il fait. Je vais vous présenter mon exemple et vous allez vite comprendre qu'est-ce que je veux dire quand je parle de lampshade hanging. Comme je vous l'ai dit, J.K. Rowling utilise au moins un hareng rouge par livre. Résultat, quand le 6e tome de Harry Potter est sorti, après s'être fait avoir par ces harengs rouges dans les 5 tomes précédents, le lecteur était plus méfiant. J.K. Rowling s'est donc servi de cette méfiance qu'elle a elle-même cultivée chez ses lecteurs dans Le Prince de sang mêlé
pour causer de la confusion. Dans Le Prince de Sang Mêlé, Harry est certain que Draco et Rogue sont en train de faire des choses suspectes. Personne ne le croit et plusieurs personnages lui disent même que c'est peu probable parce qu'il a plusieurs fois accusé Draco et Rogue de faire des trucs douteux et à chaque fois il a eu tort. Ça, c'est du lampshade hanging. J.K. Rowling montre ici qu'elle est consciente d'avoir plusieurs fois utilisé Rogue et Draco pour créer de la confusion et pour mener les lecteurs sur de fausses pistes. Par exemple, dans Harry Potter à l'école des sorciers, comme on vient de le voir, elle a utilisé le personnage de Rogue comme un hareng rouge, en nous faisant croire qu'il avait de mauvaises intentions, pour ensuite nous surprendre quand elle a révélé que, bah non, c'était pas lui l'antagoniste du roman. Pour Draco, dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, Draco Malfoy est soupçonné d'avoir ouvert la Chambre des Secrets. Sauf qu'il s'avère que c'était un hareng rouge, et dans le roman, on découvre assez vite qu'il n'est pas responsable. Donc, dans Harry Potter et Le Prince de Sang Mêlé, par le biais de ces personnages, J.K. Rowling nous dit subtilement « Je suis consciente que j'ai déjà fait ça, que j'ai déjà utilisé ces personnages-là pour vous mener sur de fausses pistes. Je sais que ce serait très gros de le faire encore une fois. » Les lecteurs, quant à eux, se sont habitués au hareng rouge. Du coup, ils sont beaucoup plus méfiants et ils vont donc croire au lampshading. Du coup, gros plot twist quand on découvre que Rogue et Draco sont vraiment en train de manigancer quelque chose, et en plus quelque chose de super gros. Ce plot twist est donc à la fois surprenant et satisfaisant. J'ai un autre exemple de hareng rouge et de lampshade hanging, mais cette fois-ci dans le domaine du cinéma. J'ai récemment terminé la série Little Woman sur Netflix, une adaptation coréenne du roman Les 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott, et j'ai été impressionnée par l'utilisation du hareng rouge et du lampshading dans cette série. Je devais vous en parler. Avant de commencer, je dois vous dire que pour vous expliquer le hareng rouge dans Little Woman, je vais devoir vous spoiler la série. Vous spoiler la série de beaucoup. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, ce que je peux comprendre parce que cette série vaut le détour, je mettrai sur l'écran là où vous devez vous rendre dans la vidéo. Ok, donc je vous laisse le temps de partir si vous ne voulez pas être spoilé. Ok, c'est bon. Little Woman met en scène une jeune femme appelée Ojo, et je m'excuse pour la prononciation, je suis vraiment pas sûre que ça se prononce comme ça. Ojo découvre qu'une de ses amies proches, Hwa-young, s'est récemment suicidée. Son suicide est très suspect. Les médias révèlent même que Hwa-young a subi une chirurgie esthétique avant de mourir. Au fur et à mesure de la série, Ojo découvre que Hwa-young n'était pas du tout celle qu'elle croyait. Elle découvre qu'avant de mourir, Hwa-young était impliquée dans une grosse affaire de détournement de fonds et qu'elle vivait une double identité à Singapour en se servant de son nom à elle. Ojo décide éventuellement de se rendre elle aussi à Singapour avec un ami à elle, Do-il, pour enquêter. À Singapour, elle rencontre plusieurs personnes qui semblent déjà la connaître. Ces personnes lui disent qu'ils l'ont vue dans la journée alors que c'est la première fois que Ojo, elle les rencontre. Aussitôt, Ojo se dit Hwa-young est vivante. Elle a pris mon visage quand elle a fait de la chirurgie esthétique. Mais quand Ojo parle de sa théorie à son ami Do-il, il éclate de rire et lui dit que c'est impossible ce genre de choses. Nous avons ici un super exemple de lampshade hanging. Je vous explique. Les spectateurs de Little Woman sont poussés à croire au début de la série que Hwa-young est encore vivante parce que les circonstances de son décès sont très suspectes. En plus, on nous dit qu'elle a subi une chirurgie esthétique avant de mourir et qu'elle s'était créée une double vie à Singapour en utilisant l'identité de son ami Ojo. On a tous les éléments pour penser ça, surtout si on a l'habitude de regarder des dramas coréens et de voir des gens changer d'identité grâce à la chirurgie esthétique. Mais Do-il, en se moquant ouvertement de cette théorie lorsque Ojo la lui présente, nous fait comprendre que non, c'est probablement pas le cas. Ici, on a donc un lampshade hanging. La scénariste nous dit « Je suis bien consciente des aspects improbables des scénarios de drama coréens habituels, mais ici, ça ne va pas être le cas. Je ne vais pas faire ça. » Sauf que nous avons un plot twist à la fin de l'épisode. Une personne se faisait bel et bien passer pour Ojo à Singapour. Sauf que ce n'était pas Hwa-young. C'était l'antagoniste principal de la série. Cet antagoniste n'a pas changé de visage. Elle est très riche et elle a engagé des acteurs pour que ces acteurs disent à Ojo « Ah oui, je t'ai vu ce matin. » Donc, Hwa-young semble être vraiment morte et il semblerait qu'elle n'ait pas changé de visage en utilisant la chirurgie esthétique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a ici un hareng rouge. Les scénaristes nous font croire que Hwa-young est bien à Singapour, encore en vie, en train de se faire passer pour Ojo, mais c'est une distraction pour masquer l'antagoniste principal. Et là maintenant, la raison pour laquelle j'ai trouvé cette série impressionnante dans son utilisation du hareng rouge et du lampshade hanging, c'est qu'à la toute fin de la série, il y a un dernier retournement de situation et on découvre que toute cette succession d'événements à Singapour, c'était en fait un énorme hareng rouge pour masquer le fait que Hwa-young est bel et bien vivante.
Donc en résumé, parce que j'ai l'impression que vous allez être un peu perdu, surtout si vous n'avez pas vu la série, on nous a distrait avec la chirurgie esthétique pour nous faire croire que Hwa-young était en vie. Puis on nous a dit, avec du lamp shading, que la chirurgie esthétique c'était une distraction et qu'elle n'a pas changé de visage. Mais à la fin, on réalise que ce lamp shading était un hareng rouge aussi, parce que Hwa-young est bel et bien vivante. Si vous regardez les séries coréennes, en particulier les thrillers, vous allez vite voir que les scénaristes coréens sont des experts du hareng rouge. L'autre chose qui est vraiment très intéressante avec les dramas coréens, c'est que parce que les spectateurs ne savent jamais à quoi s'attendre, ils se méfient de tout et de n'importe quoi. Et lorsque quelqu'un se méfie de tout et n'importe quoi, cette personne devient beaucoup plus susceptible de tomber dans des pièges. Alors comment utiliser un hareng rouge quand on écrit un roman? Avec les exemples que je vous ai donnés, vous allez sans doute penser que c'est très compliqué. Et c'est vrai que dans certaines histoires, on a l'impression que l'auteur joue aux échecs avec le lecteur. Mais je ne pense pas que ça a besoin d'être si compliqué que ça. Mon conseil, si vous voulez utiliser le hareng rouge dans votre roman, c'est de vous concentrer sur vos personnages. On ne peut ni contrôler, ni anticiper les réactions des lecteurs. Oui, on peut avoir une idée sur la manière dont ils vont réagir, mais on ne peut jamais en être sûr, parce qu'on n'est pas omniscient. Je pense donc que lorsqu'on écrit, oui, il faut penser aux lecteurs, parce que bon, c'est les lecteurs qui nous lisent, mais je pense qu'il ne faut pas non plus trop nous concentrer sur les réactions des lecteurs. Je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur ce qu'on peut contrôler, et ce qu'on peut contrôler, c'est les réactions des personnages. Pourquoi est-ce qu'on soupçonne Rogue de vouloir voler la pierre philosophale dans Harry Potter à l'école des sorciers? C'est parce que Harry soupçonne Rogue de vouloir voler la pierre philosophale. Et pourquoi Harry soupçonne Rogue? Parce qu'il a toutes les raisons de le faire. Bien connaître ses personnages, savoir ce qui va les troubler et ensuite utiliser ça pour les troubler et pour les mener sur des fausses pistes, c'est la meilleure manière de créer de la confusion chez les lecteurs aussi. Et même si les lecteurs ne mordent pas à l'hameçon, vous aurez au moins réussi à créer des héros faillibles et donc une histoire beaucoup plus intéressante. Le hareng rouge est aussi excellent lorsqu'il est utilisé en combinaison avec d'autres procédés narratifs comme le foreshadowing et la technique du lampshade hanging. Vous pouvez donc choisir de mettre en avant certains éléments pour mener les lecteurs sur une fausse piste, comme dans le drama Little Woman avec la chirurgie esthétique. Dans Little Woman, la chirurgie esthétique est à la fois un fusil de Tchekhov et un hareng rouge. C'est tout à fait possible de combiner deux procédés narratifs. Bien connaître le genre dans lequel on écrit, c'est aussi un atout à chaque fois qu'on tente de surprendre les lecteurs. Dans Little Woman, le twist de la chirurgie esthétique fonctionne super bien parce que les gens qui sont habitués à regarder des séries coréennes sont habitués à ce que la chirurgie esthétique soit utilisée un peu n'importe comment et qu'il y ait des choses parfois invraisemblables qui se passent dans ces séries. Il faut se dire qu'un genre littéraire ou un genre cinématographique rassemble un ensemble de clichés, de tropes et de types de personnages. Connaître ces éléments pour ensuite jouer avec ces éléments peut mener à des harengs rouges super intéressants puisque ça permet de jouer avec les attentes des lecteurs. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé ou appris quelque chose. N'hésitez pas à la liker et à la partager si c'est le cas. Je sais que je ne réponds pas toujours très vite, je m'en excuse d'ailleurs, mais je serai présente dans les commentaires si vous avez des questions, des suggestions ou d'autres choses à dire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite. Portez-vous bien tout le monde. Bye!